Salut, vous êtes sur le podcast Livresse, le podcast littéraire où l'on discute d'une lecture commune autour d'un verre. Ce soir, et comme d'habitude, je suis en compagnie de Clément et de Morgane. Salut. Et nous allons parler du livre After Air de Oriane Velten. Comme toujours, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on spoil pas mal le livre, donc si vous préférez lire, revenez tout à l'heure, ou dans plusieurs jours du coup. Le podcast se découpe en 3 grosses parties, une première présentation de l'œuvre et de nos dégustations, la grande discussion autour du livre et un partage culturel. Au lieu de faire une longue présentation de nous, on va faire comme d'habitude une petite question sur nos habitudes de lecture. Morgane, qu'est-ce que tu gardes en mémoire dans un livre, dans le temps ? Les persos, l'histoire, les idées Je garde l'atmosphère du livre en priorité, donc ce que le livre dégage et ce que j'ai ressenti à la lecture. Après, j'oublie en premier les personnages. Et après, je vais garder aussi les grandes idées du livre et peut-être un peu de l'histoire, mais pas dans sa totalité. Et après, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'oublie très très vite les choses. Vraiment très très vite. C'est pour ça que tu lis le livre à chaque fois, juste avant le podcast. Là, je l'ai lu il y a longtemps, alors c'est un peu compliqué. Mais ce qui est assez drôle, c'est que même pendant ma lecture, je vais oublier le nom des personnages. Et des fois, je suis obligée de revenir en arrière en me disant « Non, mais c'est qui, lui ?» Je comprends pas les gens qui font ça, moi. C'est complètement fou. C'est vachement important, le nom des personnages. Surtout que toi, c'est vraiment ce que tu retiens de... C'est le seul truc. D'ailleurs, j'oublie tout le reste, sauf le nom des personnages. D'ailleurs, là, c'est quoi le nom des persos dans After Air ? Il y a Bobby, Moby et Toti. Et Lobby. Et Lobby aussi, pardon, je l'avais oublié. C'est fou. Ouais, c'est ça. On a lu le même livre, tout va bien. Oui. Oh, ça serait drôle, ça. Un chacun, on fait un podcast. Oh, le con. Mais il faut pas qu'on se dise lequel on lit. Non, bah juste c'est ça, c'est la surprise, et et puis on parle de nos trucs. Il y a de l'idée. Bah, en même temps, ce soir, on n'est pas trop loin, vu que c'est la 2e fois qu'on enregistre cet épisode, puis qu'on a perdu toute la bande. Ça va donner peut-être ça, hein. On l'a tous lu il y a longtemps. Oui, ça va être un peu obscur. Mais ça risque d'être bizarre parce qu'on risque de parler, de se dire « Ah, mais peut-être que je l'ai déjà dit », sauf qu'on ne l'a pas dit dans ce podcast-là, mais dans celui qui s'est effacé malencontreusement. Peut-être on va tourner un peu en rond, désolée. Et bah moi... parce que tout le monde s'en fout, mais quand même. J'ai remarqué, parce que j'ai vachement réfléchi depuis la dernière enregistrement. Je me rappelle de scènes en particulier, avec du coup ce que j'ai ressenti et tout, mais quand je lis un livre, j'ai vraiment un film qui se déroule dans ma tête. Oh, je rêverais. J'ai vraiment des flashs de certains moments des livres que j'ai lus. Il y en a certains que j'ai relus, et je me dis « Ah ouais, c'est passé ça !» Parce que je l'ai complètement oublié, tu vois. Mais du coup, ça te permet de réimaginer autre chose. Ah ouais ? Ouais. Je suis incapable. C'est des livres que je vais avoir lus il y a super longtemps, tu vois, je les reprends. Ah, mais moi je les réimagine pareil. Ah bon ? C'est la même scène qui se passe vraiment à chaque fois, à partir, ça se rapproche de la question de... quand un livre est adapté, il y a des gens qui n'aiment pas voir le film après avoir lu le livre ou inversement, parce que ça bousille leur imagination. Ouais. Et moi, quand je lis un bouquin comme je me fais mon film, si je relis le bouquin, ça va être les mêmes images à chaque fois, quoi. Ça t'est jamais arrivé de lire un livre jeune, non, il y a longtemps, et de le non, relire après ? Tu peux t'arrêter là. Moi, j'ai commencé à lire il y a 3 ans. Parce que, pour ma part, j'ai relu des livres que j'avais déjà lus avant, et en fait, je me suis rappelée de certains passages, mais je les imaginais plus pareils qu'avant. Ah bah oui, parce qu'il y a la différence d'âge, mais ça fait pas assez longtemps que je lis... beaucoup, entre guillemets, pour que... En fait, les livres que j'ai relus, c'est des livres que j'avais lus 1 an ou 2 avant, tu vois. Alors, rendez-vous dans 10 ans et nous referons un podcast sur After Air. Oh, je suis chaud. Ça peut être marrant, en vrai, de... Sur un autre livre, j'aimerais bien, moi. Ouais, on y viendra tout à l'heure. Nos boissons de ce soir, on va commencer par l'alcool. Je crois que ça va devenir une tradition. On commence par l'alcool, on finit par le soft. L'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. C'est pour ça qu'on a mis du soft après. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'alcool dans la bouteille. Pour l'alcool et sans l'alcool, comme dans le livre, il n'y a jamais une seule boisson qui est mentionnée. On est parti sur une marque plutôt, donc sur la marque ICA, qui, dans ses principes et dans ses réflexions, nous a parlé avec l'histoire. La marque ICA, HYCA, est une marque strasbourgeoise, donc on a encore pris dans le local, et ils se décrivent comme un atelier de boissons naturelles 100% français et bio.
Leur vision globale, c'est offrir des boissons qui font du bien aussi bien au corps qu'à l'esprit en alliant plaisir, simplicité et transparence. Ils sont à fond dans le respect de la nature. Ils favorisent les circuits courts, locaux, ils veulent réduire leur impact environnemental et intègrent une logique d'éco-responsabilité dans leur production. Ce qui est cool, du coup, de soutenir, je trouve, une marque comme ça. Et pour la situation, j'ai vu que sur leur site, il y a 1% des bénéfices pour l'association État Sauvage pour la préservation de la biodiversité et la reconnexion de l'humain à la nature. Pour illustrer la préservation de la biodiversité, j'ai choisi la citation suivante. Je vocalise lentement le premier mantra. Nous sommes tous égaux. Que signifie tous ? Tous, les humains pour commencer. Mais le dogme est plus profond que cela. Il nous invite toujours à nous éloigner de nos pensées d'avant le cataclysme. Tous, c'est aussi tout. Les gerbilles qui regagnent leur terrier sont nos égales. Le bruit de leurs pas précipités est à louer. Les acacias qui se dressent alentour sont nos égaux. Le frissonnement de leurs branches est à louer. Je me concentre sur les sons qui m'entourent. Je loue leur diversité. Nous sommes tous égaux, donc je suis leur égal. Je peux me joindre à eux. Pour un peu plus écrire ce qu'on boit, on est sur un schnapps arrangé framboise et verveine, qui est décrit sur leur site comme une alchimie parfaite entre l'eau de vie de fruits artisanales et les plantes aromatiques récoltées en Alsace. Moi, déjà pour dire, je trouve que la bouteille est super jolie, avec les framboises et la branche de verveine dans la bouteille directement. Je trouve qu'il y a une vraie esthétique travaillée. Et je trouve que le goût est très 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 bon. C'est une très belle bouteille et effectivement, c'est plutôt bon à boire. C'était plus frais la première fois et je trouvais qu'il y avait moins de goût. Finalement, je le préfère presque tiède que froid, celui-là. On a plus le goût de la framboise que la dernière fois quand c'était plus frais. Mais c'est vraiment très bon et on n'a pas ce goût de schnapps qui vient et qui te mord la gorge et la bouche. Et en fait, c'est vraiment très doux et on sent bien les arômes. Non, très, très chouette découverte. Ouais, carrément. Maintenant, on va passer à la présentation du livre, avec la biographie de l'auteur. Donc, Oriane Velten, c'est une journaliste et autrice de science-fiction et de fantasy. Elle est alsacienne, elle est née en 1991. Elle est titulaire d'une licence de sociologie et anthropologie à l'Université Lumière de Lyon 2 et elle est diplômée en journalisme à l'ESJ Paris. Elle commence une carrière en assistante de rédaction. Elle apporte son aide à la réalisation des ouvrages de Chihiro Masui depuis 2013. Elle est également journaliste pigiste pour l'Express depuis 2015 et pour la Revue des Comptoirs et elle est rédactrice au Les Inédits Bureau d'édition. Elle publie After Air, son premier roman, en 2021 et elle a reçu le prix Utopial. Et depuis, il y a 4 ou 5 autres livres qui ont été publiés. Il me semble qu'il y a un autre livre qui doit arriver. Je crois que c'est sorti là, il n'y a pas longtemps. Mais oui, elle est encore, elle publie encore. Ouais. Bon, perso, moi, quand je vois prix Utopial, c'est vraiment une valeur sûre. De fou. Parce que les Utopiales, c'est trop bien. Ouais, on l'a fait une fois avec Clem, mais vraiment très très cool. Bon, après, le côté conférence en boucle, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, et puis même le fait qu'il y ait d'autres trucs autour. Oui. Moi, j'avais trouvé ça cool. Les conférences étaient intéressantes, mais qu'il y a un ciné où on n'a pas été parce qu'il y avait trop de monde. Ah, on a fait la queue quand même. On a fait la queue quand même. C'était trop bien. Sympa de faire la queue pour un endroit où au final tu vas pas. On n'a pas fait la queue longtemps, mais on a fait la queue. Et même, il y a une giga boutique de bouquins qui est extraordinaire et il y a plein d'animations autour. Et ça fait un moment qu'on y a été quand même. Mais je trouve que c'est un festival qui est vraiment sympa et qui rend ça presque accessible. Même pour des gens qui n'ont pas envie d'aller se taper parce que les conférences sont pas longues. Oui, puis elles sont bien décrites, donc tu sais ce que tu vas voir. T'as pas de mauvaises surprises, et puis c'est avec des auteurs et tout, c'était vraiment très cool. J'adorais y retourner, si c'était pas si loin. Oui, un jour, Clément, un jour. Mais je crois qu'il y a à Lyon aussi. Les Utopiales ? Je crois. C'est Info à vérifier. À Nantes. À Nantes. Ok, ouais, ça fait une trotte quand même. Ouais, ils sont mis à l'opposé de nous. Mais Nantes, c'est vachement cool. Triste. Oui. C'est très très cool. Je propose de lire le résumé du livre. La Terre d'après. À l'abri d'un baobab, une société utopique, soudée par des règles strictes et bienveillantes, semble profiter d'une vie paradisiaque, totalement apaisée et égalitaire. Pourtant, l'un des membres de cette communauté ne peut s'empêcher de se poser 1001 questions sur tout, y compris sur l'avant. Une particularité qui fait de Camille la personne idéale pour remplir une mission d'exploration sous surveillance. C'est donc avec Paul que Camille part pour les terres renoncées, une zone inhabitée et hostile, en quête d'une mémoire oubliée. Rapidement, leur découverte dépasse l'entendement et les déroute au-delà de ce qui peut être imaginé. Ce voyage risque bien de bouleverser leur vie et l'humanité. C'est Clément qui nous a proposé ce livre, science-fiction, quelle surprise. Clem, je vais te demander déjà de résumer, de ton point de vue, le livre. Mon résumé à moi,
Dans un monde post-apocalyptique, une communauté vit de manière paisible. After Air, c'est l'histoire de Camille et Paul qui sont missionnés pour aller fouiller les souvenirs d'une civilisation ancienne. Leurs recherches les mèneront de musée en bibliothèque pour remonter jusqu'à l'histoire de leur communauté. C'est un récit de calme et de douceur qui mêle histoire et grands enjeux. Ok, du coup maintenant, pourquoi ce livre ? Il y a déjà le prix des Utopiales qui a joué et l'univers qui me plaisait bien. Je pensais partir sur du solarpunk, mais finalement, c'est avéré que c'était pas ça. Mais le côté post-apo, pas glauque, qui m'a vraiment chauffé, et ce truc un peu naturel, un peu... Un peu écolo. Ouais, c'est ça. Et en fait, qui est du post-apocalyptique, qui se rapproche un peu du solarpunk. Et comme je voulais le tester, c'était pas ça, mais ça m'a fait envie quand même. Je trouve qu'on a quand même sur la fin une vraie ouverture sur du solarpunk. Je pense qu'avant de lire du solarpunk, lire ce livre-là, ça peut être une vraie ouverture. Et ça tombe bien, parce que du coup, en même temps, moi j'avais pris le premier Becky Chambers, et je suis impatient de le commencer du coup. Que je t'ai piqué, que j'ai commencé du coup, mais... Mais je rattraperai. Pour ceux qui ne connaissent pas quand même, un petit point sur le genre solarpunk. Ça reste un sous-genre de la SF qui est encore peu connu. L'idée de solarpunk, ça serait l'idée d'une rébellion joyeuse, créative et constructive, et une avancée positive, tout en gardant une libre pensée et le côté punk en fait. On a des points qu'on retrouve dans le solarpunk dans ce livre-là, comme la société en équilibre avec la nature, la recherche de sens et d'harmonie d'une communauté, l'optimisme malgré une catastrophe passée. Ça, on les a. Mais on a quand même, c'est une grosse dystopie avec une amnésie contrôlée, une utopie qui est fondée sur l'ignorance, forcément le manque de punk, entre guillemets, pour la liberté de penser. On est sur des parties de solarpunk, on finit sur un début de société solarpunk. Quand même, les 90% du livre sont quand même plus une... Oui, ça a l'air d'être une dystopie. Une sorte de pont entre de la SF pure et dure et du solarpunk, quoi, globalement. Mais c'est un bon accès pour moi. Je pense que le lire lui avant d'attaquer une œuvre de solarpunk peut être hyper intéressant. Parce que t'as vraiment à la toute fin tout le monde qui retrouve la mémoire, une société qui essaye de... La société de fin qui se met en place, pour moi, c'est du solarpunk. Après, s'il y avait une suite, ça rentrerait dans le thème, du coup. Ouais. Après, je pense que c'est un bon tremplin aussi parce qu'il est très abordable et très facile à lire. Il y a beaucoup de SF qui sont assez brutes et pas forcément abordables. Et pour le coup, là, il l'est pas du tout. Il est vraiment très abordable. Donc je pense que commencer par ça et avec en plus l'ouverture qu'on a, ça peut être un bon début. Oui, je pense aussi. Après le abordable, je mets juste une petite alerte, c'est qu'il y a quand même l'écriture inclusive qui est super bien faite, mais qui demande une gymnastique du cerveau qu'on n'est pas habitué. Ou quand on savait pas qu'il y avait ça, comme moi. Quand c'est une vraie surprise. Je me suis dit, il y a un petit souci là. Est-ce qu'il serait pas trompé Je commence à me dire, je vais devoir aller rendre le livre et tout, ça me saoule. Et après, non, j'ai juste compris qu'en fait, c'était de l'écriture inclusive. J'avoue qu'au début, c'est un peu surprenant. Après, il faut une gymnastique. Du coup, c'est hyper bien fait, mais c'est pas l'inclusivité comme on connaît avec juste tous les points pour mettre féminin, masculin et neutre. Donc c'est vraiment travailler sur plein de points, même si on sent qu'une ou deux fois, il y a des loupés. Globalement, c'est quand même très réussi. C'est quand même quelque chose qui est un exercice assez rare. En plus, ça sert l'histoire. Parce que ça va avec tout le sens de la société qu'elle met en place, le fait que ce soit une société non genrée et tout ça. Ça rentre avec l'inclusivité et du coup, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que le cerveau, moi, au début, j'étais en mode... Et pour pas faire la traduction dans ma tête, tu sais, pour rester sur le... Pour le coup, c'est de l'écriture inclusive, mais par exemple, l'autrice n'utilise pas « il ». Pour dire il et elle, c'est il, ILE. ILE. Et du coup, je pense que même quelqu'un qui est habitué à l'écriture inclusive, ça peut dérouter, effectivement, c'est pas long, mais ça peut dérouter un peu d'ailleurs. Est-ce qu'on dit il pour tout le podcast en se disant on reste sur son truc ou pas? Il faut qu'on parle comme on le pense parce que ça va... Je pense que quand on va en parler, ça va voir comment on a imaginé l'œuvre. Oui, ça joue. Donc en fait, aussi, faut pas se mettre de règles, faut juste qu'on en parle parce que on va voir que je pense nos cerveaux vont justement faire un switch automatique. Tu vois, moi le truc où je sais que tout le long je me suis forcée parce qu'ils partent en voyage et elle dit mon compagnon pour mon compagnon et ça je me suis forcée tout le long à le lire mon compagnon. Alors que ça se dit man. Non, ouais, moi aussi je me suis forcé, mais effectivement, il y a des phrases où ça demande de revenir vite fait en arrière, mais comme tu disais, comme c'est inclus dans l'histoire, j'ai trouvé ça... En fait, si ça avait pas été là, ça aurait pu manquer.
Parce que les persos, on n'est pas censé savoir leur genre. Et je trouve que c'est très bien amené pour avoir de l'inclusivité dans une histoire, dans une histoire, dans un récit. Le fait que ce soit fait comme ça, c'est ultra cool, quoi. Mais du coup, ça reste quand même accessible. Il faut quand même garder cette idée. C'est juste que tu as une petite gymnastique, mais ça reste complètement compréhensible. Puis la gymnastique, elle est hyper intéressante à partir du moment où, en fait, je me suis aperçue que je lisais normalement. Parce que au bout d'un moment, on fait pas attention à mon compagnon, on va dire mon compagnon dans sa tête en lisant. Et après, il y a vraiment cette gymnastique-là de dire, elle a écrit comme ça, on va le lire comme ça. C'est hyper intéressant, mais du coup, se reprendre là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ouais, moi, je me suis forcée tout le temps à le lire. Il y a des moments où j'oubliais et où je lisais normalement, et après, à un moment, je décrochais un peu, où du coup, ça se rappelait à moi, et du coup, je refaisais cet effort-là de relire comme c'est écrit. Mais ouais, c'est une gymnastique, c'est sûr. Il y a 1 million de sujets dans ce livre où on pourrait débattre. On pourrait commencer par les persos. Qui sont trop cool. On peut commencer par les persos. Et ce qu'on a dit avant, justement, sur l'écriture inclusive, ça peut justement ouvrir... Donc, les persos sont non-genrés. Voilà. Les prénoms sont mixtes. Donc, on a Camille, C-A-M-I, et Paul, P-A-U-L-E. Donc ça, c'est les 2 persos vraiment principaux qu'on va suivre tout le long. Il y a les persos du conseil, de la communauté, Alex, Dom et Claude. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, inconsciemment, moi, à chaque fois, j'ai mis un genre. Oui, moi aussi. Ce qui est un peu agaçant, parce que je me disais, mais non, le fais pas. Et en fait, on est éduqué à le faire, parce qu'on est éduqué à mettre un genre pour presque justifier des comportements. Et puis je pense que d'autant plus, pour le coup, que nous, on imagine le truc, on se fait un film. Oui. Et du coup, si tu te fais un film dans ta tête, si t'as une personne, c'est compliqué de pas le genrer. L'imagination va naturellement, et le récit va naturellement, par rapport à notre éducation et notre vécu, mettre un genre sur un prénom. Ouais. Et c'est en ça que ça a été, pour ma part en tout cas, très compliqué de... Je suis pas rentrée dedans au début, pas du tout, parce que je l'ai lu assez rapidement, mais j'avais énormément de mal à imaginer les scènes et comment ça se passait. J'étais bloquée au niveau de mon imagination. Et je l'ai quand même lu, mais je l'ai lu sans avoir du coup d'imagination autour. Je me demande même encore aujourd'hui comment c'est possible. C'est venu un peu au fur et à mesure, mais au début, je n'arrivais pas à construire le monde parce qu'il y a très peu de détails. J'ai eu du mal à comprendre au début où on en était, qui étaient les personnages, à quoi ils pouvaient bien ressembler. Ah oui, parce que t'as pas de description. Il n'y a pas de description, il n'y en a aucune. Et ça m'a manqué au début. Et en fin de compte, j'ai compris pourquoi il n'y en avait pas et j'ai trouvé ça même agréable, mais au bout d'un moment quand même, parce qu'au début, j'étais assez déconcertée et assez intriguée. Ouais, c'était un peu bizarre. Mais alors tu vois, moi, c'est peut-être le problème inverse, c'est que du coup, j'imagine trop. Donc moi, tu me donnes une brindille et je te fais un univers de ouf autour. Parce que moi, du coup, il y avait... je crois que le truc des débuts, c'est t'as Camille qui est en train de bosser et t'as quelqu'un qui va dire « Hey, les membres du conseil veulent te parler, viens !» Elle traverse des champs. Et du coup, moi, c'est bon. Il a dit qu'il y avait du soleil, que c'était la sécheresse. Hop, c'est bon, terrain en place. J'avais toute l'imagination qu'il fallait. J'avais créé un univers. La communauté était créée. Ah ouais, non, moi pas du tout. Et du coup, c'était assez perturbant. En même temps, ce livre, c'est vraiment une balade. Et du coup, ça m'a pas dérangée. Je pense que ça aurait été un autre livre, j'aurais abandonné parce que quand t'as pas l'imagination autour, c'est très compliqué de continuer à lire. Mais là, ça m'a pas dérangée, en fait. Non, mais je trouve que l'imagination de la balade, c'est justement le côté ultra apaisant de ce bouquin. Moi, j'ai trouvé ça trop bien d'être dans les chemins avec eux. Bon, au final, ils passent quand même un peu de temps à Paris, donc c'est des... Oui, mais un Paris... un Paris, pas Paris, Paris avec des singes... Non, des lions. Non, c'est pas... Non, c'est sur le chemin qu'il y a les animaux. Oui. Non, la ville, il n'y a plus d'animaux non plus. Il y a une frontière. Oui, c'est le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. C'est exactement ça. Les lions, ils disent « Oula !» Il y a une ambiance. Il y a une ambiance, de fou. Et moi, j'ai bien aimé ce côté-là, justement, pour en plus avoir vécu un peu en région parisienne. Bah, du coup, j'imaginais... j'imaginais de où j'habitais. C'était, toi, un peu les chemins qu'ils faisaient. Qui vont jusqu'au musée. Sauf que, au lieu d'avoir mon imaginaire, il y avait des lions. Et de la nature. Et de la nature. Parce que, ouais, moi, il n'y avait pas les routes, il y avait vraiment... ouais, c'est ça, c'est forêt, quoi. Tu sais, genre, tu te balades, mais tu te retrouves à Paris, c'est comme trop un bien. grand Fontainebleau. Ouais. Sauf sec. Ah, moi, j'ai pas mis sec. Hein. Ah ouais?
Mais c'est la savane. Oui, ils l'ont dit, mais moi j'avais envie d'être dans un truc et c'était forêt... forêt amazonienne. Non, mais forêt Fontainebleau, tu vois, en printemps, on était vraiment en promenade. Moi j'étais... à Fontainebleau, t'as un endroit où c'est que du sable et tout. Ah, mais j'étais pas là, moi. J'étais dans les arbres. En plus, ils le disent à un moment qu'ils s'accrochent dans les arbres et tout. Moi j'étais vraiment... Après, encore une fois, c'est parce que je l'ai lu avec l'attente que j'en avais. Et du coup, j'ai vraiment imaginé un truc vraiment nature, bonne ambiance et... J'aurais aimé être dans votre tête parce que moi, non, j'ai fais vraiment pas ça. imaginé... C'est ultra dangereux. Non, mais juste un sol hyper aride avec 1 ou 2 arbres et rien. Pas de ciel, pas de délimitation et juste des espèces de constructions avec des trous à certains moments. Mais en fait, c'était vraiment... la seule chose que j'ai imaginée. Et j'étais pas capable d'avoir autre chose autour, mais parce qu'en même temps, il n'y avait pas de description d'autre chose et il n'y en avait pas besoin, à mon sens. Il y avait des herbes hautes. Ah non, moi, j'ai même pas d'herbe. Vraiment, aride de ouf. C'est fou, hein. La même histoire, on en fait tous notre truc. Surtout que c'est une balade, et en fait, il y a un côté promenade contemplatif, une bonne partie. Parce qu'en plus, il y a toute une partie où ils découvrent. Enfin, ils n'ont jamais été aussi loin, au-delà de leur communauté, et donc ils découvrent aussi. Forcément, tu imagines la balade que tu ferais un peu avec eux. Ouais, puis il n'y a pas besoin de beaucoup plus de description au final pour que l'univers soit construit. Je pense que plus, ça aurait peut-être même pu poser problème. Ça aurait pu devenir long. Ouais, et puis sortir de l'état d'esprit, parce qu'au final, leur objectif, c'est pas leur promenade. Ils vont chercher des sortes de reliques, quoi. Donc... On n'aurait plus du tout la même atmosphère. Donc l'idée, c'est que du coup, ils partent en voyage parce que le conseil choisit Camille parce qu'elle est beaucoup trop curieuse. Normalement, la curiosité, c'est quelque chose de très mal vu par leur dogme. Mais du coup, ils ont besoin de sa curiosité et ils ont besoin de Paul qui a passé sa vie à étudier le dogme, qui est très pas croyant. Ouais, limite religieux, oui. Très croyant et qui du coup va permettre de la cadrer un minimum parce qu'ils savent qu'elle va partir en vrille. Essayer, en tout cas, de la cadrer. Et donc, ils doivent partir à la recherche de ce qui s'est passé pendant ce fameux cataclysme qui a mis presque fin à l'humanité, parce qu'il ne reste plus qu'eux, apparemment, de ce qu'on en sait. C'est d'essayer de découvrir ce qui s'est passé. Première idée, c'est de trouver les musées. Avec un Z. Avec un Z, les musées. Parce que du coup, on est quand même je crois que... 3000. Ouais, mais je veux dire, l'histoire déjà de base, le cataclysme, il se passe vers 2090, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas vu. Ils trouvent une date dans leurs recherches. J'ai pas retenu la date. Et on est 3000 ans après ça. Donc on est déjà en plus un peu plus dans un autre... Le cataclysme, c'est pas passé dans notre présent, à nous actuels. Et moi, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que donc ils sont dans une communauté ultra cadrée où tu dois pas ressentir, tu dois pas penser, tu dois pas respirer, t'as rien le droit de faire. De toute façon, sinon t'es hors dogme, et du coup c'est pas bien parce que tout le monde est égaux, donc tu dois pas être plus intelligent, tu dois pas être plus curieux, tu dois pas être plus, tu dois pas être vaniteux. On n'est pas dans une grosse ambiance de ouf, quoi. Oui. Surtout que ça pose un problème, du coup. J'avais pas calculé quand j'avais lu, mais quand tu le racontes comme ça, c'est-à-dire que plus tu respectes le dogme, plus t'es un robot. Oui, mais du coup, en théorie, plus tu respectes les lois de ta communauté, plus t'es supérieur à ta communauté. C'est-à-dire quand... Je sais pas si mon cheminement se tient, mais, en fait, je trouve que du coup, celui qui respecte le plus le dogme va avoir un sentiment de supériorité, et du coup, il respecte plus du tout le dogme. C'est ce que Paul il dit plusieurs fois, parce que c'est lui qui connaît mieux le dogme, plus que n'importe qui dans la communauté. Et qui du coup passe son temps à dire mais non, je suis pas mieux que toi, tu le sais aussi, juste moi j'ai plus besoin d'y penser. Enfin, en fait c'est de la fausse modestie. C'est de l'hypocrisie, c'est ça. C'est très spécial. Tout ce qu'on aime, quoi. Mais c'est une utopie, tout est merveilleux. Personne n'a le droit de penser, mais tout est merveilleux. Du coup, elle te la vend vraiment comme une utopie, parce que tout le monde vit dans la politesse, la joie, nanana. Parce qu'ils sont dedans. Je me suis sentie tout de suite ultra oppressée. Quoi. Ah ouais. Moi, tout de suite, je me suis dit, mais quelle horreur, quoi. T'as pas le droit de te poser des questions. T'es ultra fliqué par tout le monde, parce que du coup, ils disent, ah oui, mais on a vu, Camille, que tu fouillais trop dans les archives de la bibliothèque et tout. Tu peux pas faire ce que tu veux. T'as aucune liberté, en fait. Tout
tout est régi par des plannings, tu fais ça tel jour, tu te lèves à telle heure, tu dors avec genre tout le monde, c'est très 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 oppressant. À la limite, le seul truc où j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une sorte d'équité, c'est que ton poste est calculé selon sa fatigue. Et du coup, par exemple, si t'es agriculteur, tu vas travailler que 5 heures, alors que si t'as un poste qui est moins physique, moins machin, tu vas travailler moins d'heures. Et donc là, c'est le seul truc où je me suis dit, ah bah là-dessus, ça a l'air plutôt clean. Et ils ont des postes tournants, c'est qu'ils font pas toujours le même poste. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Après, ils sont pas obligés de tourner, si vraiment ils ont une préférence quand même. Mais tu dois savoir tout faire de toute façon. Du coup, ils partent en voyage avec des sortes de caisses remplies d'énergie. Je sais plus comment ils le décrivent. C'est des caissons. Des caissons quelque chose, ça m'a beaucoup perturbée. Moi, j'étais là en mode, mais pourquoi ils partent pas avec une valise? Parce que dans la savane, les roulettes, c'est pas pratique. Ils ont pas de bras. Ils se disent très vite qu'ils se rechargent et que... Le matin, elle dit un truc genre, je suis rechargée, Oui. Rechargement optimal, je crois, un truc comme ça. Et donc, à partir de là, on peut comprendre, et plus tard, on apprendra qu'en fait, c'est des robots. Ouais, mais tu sais que moi, ça m'a pas suffi. Moi, je suis très naïf. Non, c'est bien écrit. C'est écrit pour que tu aies le loup tout le long. Et du coup, je me dis, oh non, puis c'est trop gros, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça me plaît pas. Et pour moi, il n'y avait pas de doute. C'était posé, c'était là, linéaire comme tout le reste. Tout est hyper linéaire. Il y a rien qui est surprenant. Il n'y a rien qui m'a étonnée. J'ai tout senti venir un peu avant que ça se passe. Et du coup, je comprends l'esprit balade, etc. J'ai pas eu de déplaisir à le lire. Mais dans mes lectures, je recherche surtout du suspense et quelque chose de... Et du coup, là, il y a une partie un peu de frustration, mais sans vraiment l'être, parce que c'est quand même un livre qui est agréable à lire et qui est très bien construit. Non, mais il est cool. Mais oui, tu vas... T'as pas... Enfin, moi, je sais que quand j'arrive à lire vraiment en me faisant balader, et en me disant, en fait, j'essaye pas de forcément savoir ce qui va se passer. Alors, si je me mets à me poser et à me réfléchir, je peux deviner des trucs, mais c'est pas ce que je recherche dans ma lecture du tout. Donc... Je sais qu'il y a plein de trucs où moi je suis en mode mais non, c'est pas vrai, mais c'est dingue. Alors qu'en fait je me dis oui, bon bah. Alors qu'il y a d'autres trucs, j'ai eu des révélations en mode oui, je me doutais de ça. Alors que c'est le truc qu'ils ont pas spécialement dit quoi. Mais c'est agréable aussi. Oui. Sur certaines lectures, se laisser porter. Et pour le coup, on se laisse porter, mais on n'est pas pris pour des idiots non plus. Ah, pas du tout. Et du coup, moi j'ai trouvé ça même très agréable de pas ressentir l'envie d'aller deviner des trucs ou d'avancer dans l'histoire plus vite que le bouquin, mais pourtant un peu l'habitude quand c'est dans les films ou dans les bouquins que tu te laisses porter, c'est des trucs qui peuvent être bas du front. Et là je trouve que ça se construit bien, et du coup là effectivement la révélation tombe, tu lis la page et tu oui bon. Mais je pense que y a un travail derrière qui doit être dingue, parce que pour arriver à avoir ce rendu-là, de balade en se disant mais ça coule de source en fait, juste c'est fluide, en fait il faut arriver à le faire ça. Sur son premier bouquin. Compliqué. Ouais, sur son premier livre. Moi je trouve ça impressionnant, c'est son premier bouquin et il est ultra carré quoi. Ouais, complètement. Vivement qu'on lise les prochains. Oh, je pense que je relirai d'autres livres de cette autrice. Après je pense que moi je me suis un peu caché le concept de robot. Pour le coup c'est de la SF que je lis très peu, tout ce qui est SF robot ou trop tech poussé, tu vois. Moi, j'aime bien les SF où on est sur un après où il n'y a plus de tech. Ou très peu, ou en tout cas, t'as pas de robots, j'aime pas trop spécialement les SF qui vont dans l'espace et tout. J'aime pas non plus. Et c'est pas que j'aime pas, c'est que je vais pas vers ces SF-là, quoi. Mais les robots, c'est cool. On s'en fout de la SF. Les robots, c'est cool. Quoi qu'il arrive. Mais t'as pas un seul robot chez toi, Clément? Si, j'ai un robot qui fait la cuisine. C'est cool. Bah ouais. Ce que j'ai bien aimé, c'est du coup tout le développement du coup des deux persos principaux, Camille et Paul. Déjà moi perso, donc je sais qu'il fallait pas genrer et tout, mais dans ma tête je les ai genrés ultra vite parce que on a une règle quand même tous les trois, c'est que quand on se voit en dehors du podcast, c'est de ne pas parler des livres, ça dérape toujours. On parle toujours un peu de nos lectures. Toujours clairement de nos lectures. Non, on se retient sur plein de sujets. Ouais, vite fait. Si, on se retient sur plein de choses. Toi, tu te retiens, moi je... Et quand on en parlait, j'ai clairement dit il et elle. Enfin, moi j'ai dit elle pour Camille et il pour Paul. Et c'est là que tu m'as fait remarquer, ah mais tu vois, tu les as genrés. Mais parce qu'encore une fois, je trouve que c'est écrit en se basant sur une société qui est la nôtre pour qu'on les genre.
J'ai essayé de pas les genrer pendant un moment, et puis c'est assez vite, quand ils ont parlé de surcharger, je me suis dit, peut-être c'est des robots, ce sera plus facile de pas les genrer si c'est des robots, donc c'est des robots. Mais malgré ça, il y avait un robot garçon et un robot fille. J'ai l'impression que ça fait un peu partie du travail de l'autre, enfin de la façon dont l'autrice a écrit. Oui, c'est ce qu'elle veut. Mais je pense qu'elle veut te mettre à te poser des questions du coup sur tout ça. Sur le fait de non genrer, que c'est plus ou moins difficile. De toute façon, ils sont genrés au final. Hein. Oui, Parce que quand ils découvrent... Du coup, ils arrivent, ils découvrent un premier musée, le musée Cluny. Et le premier choc qu'ils découvrent, c'est de voir une représentation humaine. Et du coup, de voir un humain avec un corps physique et des bras. C'est les bras qui... Moi, je me rappelle, les bras, ils les ont marqués de ouf. Genre, ils faisaient des trucs, ils pouvaient porter. Ils pouvaient porter avec leurs bras, ouais. Il n'y a plus de doute sur le fait que c'est des robots. Après, du coup, elle dit « Ah, mais au vu de ce qu'on a vu et au vu de notre corps d'hologramme, on est des femmes. » Et de toute façon, elle le dit, du coup. Oui. Pour l'ancien temps, elles auraient été des femmes. Et ce qui est marrant, c'est que elle dit que c'est des femmes. Moi, j'avais toujours un homme et une femme. Bah oui, mais... C'est resté à l'intérieur de moi, alors que je savais que j'étais dans l'erreur, mais j'ai poursuivi dans cette erreur-là. C'est resté un temps. J'ai réussi à pas les genrer. Arrivé au moment où on a dit c'est des femmes, je me suis dit, bah non. Et du coup, je me suis dit, ah bon, en fait, j'ai peut-être dû genrer quand même un petit peu. Tu t'es trompé. Et du coup, après, ça me perturbait tellement de me dire, en fait, c'est des femmes, que j'ai arrivé à partir de ce moment-là à plus genrer, du coup. C'est ça, qu'on vient pas quand même. Mais moi, je sais que pour moi, clairement, Camille était une femme, Paul un garçon. Et moi, c'est l'inverse. Pour moi, Camille, c'était un homme et Paul un... Mais ça, c'est ouf du coup, parce qu'on a lu le même texte et comme quoi nos représentations du genre ont été clairement posées là, quoi. C'est hyper intéressant. Je sais plus dans quel sens je l'ai mis, parce qu'il y a un moment où j'ai changé. Ah oui, c'est des escargots. Mais non, moi mais aussi. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que c'est Camille qui passe un moment. Enfin, il y en a un des deux qui passe un moment à faire des trucs physiques, genre à porter les caissons et tout. Domi, c'est le père. Non, mais non, c'est entre Camille et Paul. Et du coup, j'étais parti là-dessus, et quand Paul commence à siffler, je me suis dit, ouais, il y a un truc artiste. Et du coup, je suis parti dans l'autre sens, au final, ça a été un bordel. Enfin, au final, c'était des robots. C'est plus simple d'être des robots. Donc le principe, c'est que Camille doit faire plein de découvertes. Elle doit s'enflammer Enfin, elle doit pas trop s'enflammer parce qu'il y a le dogme et tout, mais le but, c'est sa curiosité. Et Paul, du coup, il doit la gérer. La rappeler à l'ordre. Et c'est lui qui doit... rappeler le dogme. C'est surtout lui qui doit décider si leur découverte est dangereuse pour la communauté ou pas. Et donc si elle doit être révélée... Donc leur premier voyage, la première découverte, c'est l'humain a eu un corps. Et ça les perturbe vachement. Et la beauté du tableau où il passe quand même pas mal de temps. Et le fait qu'ils trouvent les œuvres belles. Toute une réflexion par rapport au dogme, où ils ont des curiosités, ils ont des sentiments qui naissent. Et tout ça, va contre le dogme. C'est dans la première expédition que Camille entend Paul siffler. Non, c'est la deuxième. La deuxième. Non, parce que la première, Paul se met un réveil tous les matins 1 heure plus tôt pour, à la base, prendre le temps de dogmer tranquille. Il a toute la réflexion sur, du coup, la musique, parce qu'il joue avec les sons, avec les mouvements, et du coup, il dogme pas du tout. À part pour se justifier. Il est un peu à l'opposé, là. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que son personnage devient hyper intéressant. Et parce attachant. Que du coup, et attachant. C'est que, en fait, il va se rendre compte, elle va se rendre compte par elle-même, on est obligé de genrer, c'est insupportable, que... Yel, sinon. Oui, ou il, parce que dans le bouquin, c'est écrit il. C'est juste il. Mais oui, Yel, ça fonctionne. Mais du coup, Yel se rend compte qu'en fait, le dogme, Yel le respecte pas forcément. Et la construction de ce personnage à ce moment-là est hyper intéressante. Surtout qu'en fait, il en arrive à Yel. Moi, ça. Allez, vas-y. On fait tous Yel et puis on verra ce que ça donne. Yel. Je sais plus ma phrase encore. Yel se rend compte. T'avais commencé comme ça. Que. De quoi se rend compte. C'était ça le mot après, c'était que. J'en étais sûre. Et en fait, Yel pense qu'elle est malade. Oui. Et du coup, il en arrive à la conclusion qu'il doit, en rentrant de son voyage, il faut absolument aller voir Alex pour se remettre à jour. Mais ça, c'est peut-être le deuxième. Ça fait longtemps, on ne sait plus quel voyage il a fait quoi exactement. C'était pas le premier voyage, ça c'est sûr. Oui, non, je crois que c'est le deuxième parce qu'ils en parlent. Oui, il garde le secret et en fait, quand il voit qu'il n'arrive plus au deuxième voyage à ne plus le faire et à plus se contrôler sur ça, que du coup Camille découvre que Yel fait les jolis sons.
il se dit, en fait, je sais que ça peut être une maladie, je sais qu'il y en a eu d'autres qui ont eu ce genre de maladie, que ça peut être soigné. Et la relation qui se tisse entre les personnages au fur et à mesure, elle est merveilleuse. Et très humaine pour le coup. Ouais, très humaine, mais un peu robot. Moi, c'est le côté un peu robot que j'ai aimé. Le début où ils cachent toutes leurs émotions, pas forcément. Mais ça va avec le eux, dogme, mais... en fait. C'est oui, la c'est pudeur, ça. la pudeur du dogme. Le respect du dogme, j'ai trouvé. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a bien plu. Et je me suis posé une question, du coup, depuis la semaine dernière. Pour vous, la relation Paul-Camille, c'est amitié ou amour ? C'est une amitié. Ah ouais ? Moi, c'est une amitié. J'y ai pas vu d'amour. Ah, je trouve que le moment où ils reviennent de la deuxième expédition et qu'ils partent un peu à l'assaut de la communauté à aller tripoter les silos et tout. On ne tripote pas les silos comme ça. Ça n'a rien de sale. C'est juste faire des soudures. C'est très très drôle. Pourquoi ce terme-là pour ça ? Parce qu'en vrai, ils vont, je sais pas comment dire, ils vont ouvrir les silos et ce genre de trucs. Et j'ai trouvé que la relation de un peu j'y vais parce que t'y vas, on se donne de la force. Je me suis posé la question et après je suis revenu à l'idée que c'était des robots et que du coup, j'imaginais pas une relation amoureuse entre deux robots, tu vois. Pourquoi ils pourraient pas aimer les robots ? Je sais pas. Et surtout qu'elle sous-entend qu'il y en a parce que, en gros, t'as quand même le principe de connexion entre deux robots pour envoyer toutes tes émotions et tout de façon. Mais du coup, c'était pas une relation. La mémoire, ouais. C'est pas une relation amoureuse dans le sens entendu, quoi. Et du coup, il y a des robots qui vivent ça dans la communauté, donc qui ont ce côté relation amoureuse de robots. Et moi, je trouve que justement, après, je pense que c'est une des réflexions qu'avait aussi apporté l'autrice, c'est la réflexion sur l'amour amical, quelle forme il peut prendre, et en sortant de l'éducation qu'on a sur l'amour amoureux, entre guillemets, amour familial, amour amical. Et pour moi, elle va pousser l'amour amical dans leur relation. Et du coup, c'est juste que ça prend une forme que nous, on considère presque mal vue dans la société, parce que dans la société, tu dois avoir tes amis, et dans une histoire de couple, tu dois te marier, avoir des enfants, mais du coup, l'amitié, elle prend moins de place, normalement. Là, c'est une amitié qui prend énormément de place. Ouais, moi, j'étais à deux doigts de les mettre amoureux entre eux, et je trouvais que c'était une très belle... Alors, ça reste une très belle relation, que tu choisisses qu'ils soient amis ou amoureux, mais du coup, je trouve que si on se dit c'est une relation amoureuse, elle est ultra bien écrite, et je l'ai trouvée ultra jolie. Oui, la relation est très chouette, mais bon, je te rappelle quand même qu'ils ont au moins 50 ans d'écart. Et alors ? Sur 4000 ans, c'est un peu pas ouf, quoi. Ouais, il y en a que ça dérange pas. Malheureusement, je trouve cette relation très bien écrite, et je trouve que ça apporte quelque chose de fou au personnage de Paul. Dans le fait de se rendre compte que le dogme, ça marche pas, et dans le fait de se rendre compte qui, elle, se rapproche de Camille, alors qu'à la base, quand ils partent ensemble, tu sens que Paul est pas... Surtout que la connexion qui se crée entre eux n'est pas du tout travaillée, en fait. C'est pas une volonté d'aller vers l'autre, c'est que juste ils ont vécu quelque chose qui font qu'ils se sont rapprochés et qu'ils vivent des choses qu'ils ne sont pas censés vivre. Genre, à un moment donné, ils se tapent un fou rire. Vu que t'es pas censé avoir des émotions trop fortes, les fous rires, c'est pas ce qui se passe le plus dans leur communauté, quoi. Et ça rend tout ça très joli à lire. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. De toute façon, leur amitié, elle est ultra nécessaire parce que les deux vont être confrontés à des questionnements sur ce qu'ils étaient, sur ce qu'ils sont. Sur ce qu'ils doivent faire. Et qui vont à l'encontre de ce qu'ils sont devenus. Paul qui est très dans le dogme, où en fait il fait pas le moindre faux pas, se mettre à faire du coup de la musique avec juste tout ce qu'il trouve, c'est pas possible pour lui. Normalement c'est quelque chose qui est... Et ça devient un mal-être, et il y aurait pas eu Camille, et il aurait pas constaté sa curiosité, il aurait pas constaté sa façon de voir et se dire « Ah mais en fait on peut penser autrement ». Et puis sans Camille, il se faisait rebooter à mon avis. Oui. À un moment ou à un autre... L'envie que Paul a de découvrir de nouvelles œuvres, c'est pareil. Normalement, dans le dogme, il n'y a pas ça. Et tu sens qu'il y a des moments où Yel est au taquet pour retourner voir le tableau de la première expédition, ce genre de truc. Qui surprend Camille, du coup. Oui, ouais. Parce que Camille, tout le long, elle est en mode « Alors attends, là j'ai ça, il faut que je me retienne. Comment je lui formule ça ?»« Oui. » Juste oui, oui. Et tu vois, et en fait, tu le ressens vachement. Je trouve dans l'écriture, oui. Non, faut pas que je parle. Et tu sens que ça bouillonne en elle et que c'est en Yel et que c'est super dur à maintenir. Il y a plein de fois, je pense, Paul lui dit « Mais non, mais en fait, c'est ok. » Oui. Et du coup, elle, ça la soulage parce que plusieurs fois, il la traite d'hérétique et moi, ça, je trouve ça très drôle. Après, je pense que c'est parce que j'ai le Camelot en tête. Ouais, et du coup, à chaque fois, j'avais ça. C'est tellement pas dans le thème. Non, pas du tout.
Mais moi, tu me dis hérétique. Kaamelott, c'est une série à la télé, Marianne. C'est des films, Clément. Oui, maintenant, c'est des films. Mais bon, on me regarde à la série. J'ai pas vu les films. On rentre dans un hors-sujet. Oui, Reprenons. oui. Une des idées fortes que j'ai bien aimées, du coup, avec les... Donc, en fait, de toute façon, tout est emmené par les personnages, mais ce sont des robots qui ont appris à être robots sur toutes leurs émotions, sur toute leur façon de penser, sur tout. Mais en fait, leur découverte les mène à découvrir qu'il y a une partie qui est innée chez eux. Parce qu'en fait, Paul va découvrir que dans sa vie humaine, avec un corps humain, elle a été musicienne. Ses premières découvertes avec le monde extérieur à la communauté, c'est qu'il est tout de suite attiré par les sons de la nature, ce qu'ils produisent quand il fait bouger telle ou telle chose, quand il fait tomber des pierres ou quoi. Et du coup, il y a la curiosité de Camille qui est toujours sur les maths, la science, la logique, et du coup, tout leur comportement qui sortent du dogme, c'est ce qu'ils étaient. C'est ça, c'est parce que c'était son taf à Camille d'être scientifique. Et c'est très intéressant comme récit de dire, si on te crée, parce que du coup c'est des robots qui ont été créés avec une base vierge, il y a quand même des trucs qui ressortent, quoi. Alors qu'en théorie, ils ont plus ces souvenirs-là, vu qu'ils ont été... Une partie de mémoire qui doit rester. Ouais, mais je pense que c'est même pas de la mémoire, c'est ce qui fait qu'on est tous différents. Oui, c'est une sorte d'âme. Ouais, on peut traduire ça par l'âme. Ce qui fait que... toi, Clément, il va être hyper passionné de voiture et tout ça, alors que toi, t'es pas du tout intéressé par l'univers de la voiture, par exemple, tu vois. Enfin, c'est des choses qui... Pas encore. Pas encore. Attends le prochain podcast. Oui, on fera des podcasts de 8 heures. Ça va être bien. Ah, ça va être long. De ouf. On fera une sieste de 7h45. Ah ouais. Oh, même plus. Tu peux faire 8h15 de sieste, même moi, ça m'emmerderait de le faire. Non, franchement, si on parle de F1 avec tout... 8 heures. Mais si tu prends tous les potins et tout le côté télé-réalité de la F1, de ouf. Non. Non, mais tu connais pas, mais c'est merveilleux. C'est ça qui fait qu'on devient ce qu'on est, même si on n'a pas une mémoire. À la base, tu pars de rien et tu as quand même une appétence pour des domaines. Il y a un peu d'inné, quoi. Et il y a une partie d'inné dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, et apparemment, même quand t'es robot, il y a une partie d'inné aussi. Parce qu'en plus, là, du coup, l'idée, c'est que... donc, il y a eu méga cataclysme, mais l'humanité voyait le cataclysme arriver. T'as une entreprise, du coup, After, qui était blindée de thunes et que leur taf, du coup, c'était de réussir à mettre... à robotiser les gens. Ouais, c'est ça, robotiser les humains avec un système neuronal... ultra complexe et très cher. Oui, et super cher. Et du coup, ceux qui ont réussi à avoir ces corps-là, du coup, des gens qui ont bossé pour After ou des gens très très riches, ont réussi à survivre au cataclysme. Comme le souvenir est invivable, ils ont fait le choix, plus ou moins, de supprimer toute leur mémoire et de repartir de zéro. Une partie a fait le choix, en tout cas. On ne sait pas si tous ont fait le choix, mais il y a une partie qui a fait le choix. On sait qu'il y a une partie qui a décidé d'oublier dès le début parce que il fallait payer un supplément pour garder ta mémoire enregistrée quelque part. Et on sait aussi qu'il y en a qui, en retrouvant les souvenirs, se sont sentis trop coupables et donc on voulait réoublier. Donc même des gens qui étaient là au début, il y en a forcément... Il n'y a pas que les trois... le conseil Alex, qui a décidé que tout le monde oublierait. Je pense qu'il y a aussi une partie des j'allais dire des péons. Non, mais même du reste de la communauté qui a décidé qu'on repart à zéro. Ça, il l'explique aussi, parce que ils disent que plusieurs fois, t'en as qui ont commencé à se reposer des questions, à avoir un peu la curiosité de Camille de façon un peu... qui revient doucement. Du coup, je crois que c'est Alex le mécano. Oui. C'est Alex qui les emmenait un peu dans la salle de soins qui est un peu planquée, qui leur disait, écoute, je peux te redonner la mémoire. Et dès qu'ils retrouvaient la mémoire, ils disaient, non, mais en fait, reboot-moi, je veux pas vivre avec ça. Se sentir trop coupable d'avoir des milliards de gens qui sont morts alors qu'eux ont survécu en étant des robots. Mais c'est pareil, en fait, c'est un bouquin où chaque thème qui est abordé pose des questions. C'est un truc que j'ai beaucoup mis dans mes notes. C'est que chaque fin de lecture, déjà j'avais tendance à lire un chapitre ou deux en plus parce que j'avais trop envie de rester dedans, mais à chaque fois que je posais le bouquin, j'avais
Ah, ça serait exagéré de dire autant de temps que le temps de lecture, mais il y avait un temps où je ne faisais rien parce que je réfléchissais au concept qui avait été amené dans le bouquin et j'ai pris autant de plaisir à lire le bouquin qu'à me poser les questions sur ce que l'autrice a voulu nous faire réfléchir, je veux dire. Oui, puis même sans des fois l'aspect réflexion, juste c'est un univers où tu étais bien dedans. Enfin, moi, j'étais bien... Alors que c'est des thèmes qui sont graves, mais... le fond de l'humanité... Non, oublie ses souvenirs. Ah oui, d'accord. Ouais, et puis moi, je me suis dit, mais j'aurais trop... Toi, le côté où il redécouvre l'humanité par les musées et tout. Tellement cool. Même si je suis vénère parce que j'ai plein de questions qui sont pas répondues. Et ça m'énerve. Il paraît que c'est le but d'un livre. Hein. On ne sait pas qui a mis... parce que du coup, ils découvrent des boîtes avec des objets dedans qui, du coup, qui leur permet de comprendre un peu l'humanité, genre la Bible, des poupées vaudou et tout. Et on ne sait pas qui les a mis là. Quel humain? Je veux dire, l'humain qui a mis sa boîte avec des boîtes de boîtes de boîtes, il s'est pas dit je vais laisser un message pour expliquer qui je suis, quoi. J'ai même pas calculé qu'il y avait des gens qui avaient mis des boîtes. Ils sont là, moi, s'ils les trouvent. Je me suis pas posé la question dans le sens où c'était acté pour moi de me dire que c'était des êtres humains qui avaient fait ça en sachant que le cataclysme allait venir et en voulant sauver des choses. Pour moi, c'était ça et je me suis pas posé la question, en fait. Non, mais du coup, il trouve un... J'ai toujours pas retenu le terme... Du coup, le cœur robotique, là, le duodécaèdre. Ah, le duodécaèdre. On sent les Mais ça, c'est eux. C'est leur forme à eux, ça. Oui, c'est la forme, du coup, des robots. Enfin, c'est le cœur du robot sans l'hologramme. Mais il est dans une des boîtes. Puis ils disent, ah là là, il y a un corps mort. À moi, un corps mort, c'était un corps humain. Non, il dit bien que c'est leur corps à eux. Mais oui. Mais Clément... Alors déjà, calmez-vous. Je pense que t'as oublié parce que tu veux pas comprendre ça comme un... C'est très clair. Oui. Déjà, c'était dans une petite boîte. Mais du coup, non, c'est un... Oui, effectivement, ça on parle, j'ai un vague souvenir. Et du coup, ça veut dire que c'est quelqu'un forcément qui avait accès. C'est un mec du conseil, du coup. De toute façon, c'est pas... Je crois qu'ils le disent, c'est pas la première expédition. Il y a un moment où ça parle de quelqu'un qui a déjà fait une expédition et qui a été rebooté, non? Non. Il y en a qui ont eu des souvenirs qui sont revenus, ils ont été rebootés, mais non, c'est la première expédition. C'est des faux souvenirs. Mais de toute façon, ça peut pas être le conseil, puisque c'était pas dans leur intérêt. Sauf s'ils voulaient cacher le corps de quelqu'un. Mais du coup, ça vient forcément de quelqu'un qui bossait à After, parce que personne n'avait accès à leur technologie. Ah bah oui. Mais du coup, tu vois, ça, moi j'ai des trucs comme ça où j'ai des questions et j'ai pas de réponse. Eh bah, faut retrouver l'autrice et puis on en discute avec elle. Elle a pas de réseaux sociaux parce que je l'ai cherché pour lui poser des questions. On la retrouve physiquement et puis on fera un podcast. Elle est soit à Strasbourg, soit à Lyon, soit à Paris. Ça réduit vachement, déjà. Oui. Je trouve pas. Faut pas t'énerver. Ouais, il y a beaucoup de colère dans ce podcast. On est vénère avec Morgane. Il y a de quoi être énervé, je suis navrée, mais... Donc t'es énavrée? Je suis énavrée. J'ai bien aimé leur rapport au corps, du coup, avant de savoir... avant de découvrir que ce sont des robots. Du coup, t'as tout un rapport au corps où elle dit... où elle parle du fait que le matin, du coup, ils ont l'air de tous dormir dans des silos, mais genre en mode... comme des lits superposés, tu vois. Et du coup, ils doivent se lever. Et le matin, elle dit ah, c'est cool de pouvoir se lever sans avoir à baisser le regard, de peur de voir quelqu'un nu. Et du coup, mettre la nudité sur des robots. Ouais, il y a un rapport à l'intimité qui est hyper intéressant. Et qui est marrant. En fait, elle le met souvent avec de l'humour. Oui. Parce que du coup, à un moment donné, elle est vénère. Et du coup, t'as un truc où, quand tu mets dans le centre de ton hologramme, c'est genre la pudeur absolue. Et donc, personne ne peut te toucher à ce niveau-là. Et du coup, elle planque un truc dans son hologramme en mode ah, tu peux pas le prendre. Et genre, ils sont là, genre ah mon Dieu, ah là là, cache-toi. Mais ça, c'est au début. Et en fait, on le perd au fur et à mesure du livre. Et à la fin, elle rentre même dans les hologrammes des autres. Ce qui est vu au début comme quelque chose de... Oui, mais il y a aussi un moment, genre un des combats de fin, là, avec le conseil, où elle dit, bah du coup, je garde ma forme toute nue pour qu'il soit gêné, qu'il détourne le regard. Ah ouais, non, mais ici, on est sur des combats trop violents, quoi. C'est en mode, ah, je suis tout nu, vous pouvez pas me regarder, quoi. Et en même temps, je pense que ça peut marcher en vrai aussi. Hein. Si tu commences à te vénérer avec quelqu'un et qu'il baisse son froc, pour moi, il a gagné. Hein. Je vais penser à ça la prochaine fois que je discuterai avec quelqu'un. Je te dirai si ça fonctionne.
Ah bah moi je sais que pour moi ça Je fonctionne. t'appellerai du commissariat. Viens me chercher, c'était ton idée. C'est à cause de toi. Je suis tout nu à... Quoi? C'est qui vous a dit de vous mettre... Ça peut partir très loin, cette histoire. Oui, beaucoup trop. Mais du coup, j'ai bien aimé tout ce rapport qu'elle met, ou du coup même comment elle découvre que Paul, du coup, est un genre de super robot. Parce qu'elle est en mode, il a plus de force et tout, donc déjà quand il le sort ça alors qu'ils sont censés être tous égaux, déjà c'est en mode, comment ça se fait que toi t'arrives à me défoncer alors qu'on est censé avoir la même force? Et que Paul fait des trucs en n'utilisant pas toute sa batterie, alors que Camille sait que si elle soulève la même chose, elle va être éclatée. Et sa forme, elle est plus imposante. Ouais, on dira toujours pas le nom de la forme parce que c'est toujours un mot trop compliqué. Duodécaèdre. Presque. C'est pas duo. Pas ça. Non, c'est pas duo, mais Du c'est do. Non, c'est pas du do non plus. déodéca. Je veux te Clément, aide-nous. On va rester bloqué. C'est un triangle. Non, c'est pas un triangle. Si, Une si, espèce mais de c'est boule bien, avec des pics. C'est pas parce qu'il y a des mots écrits que ça compte. Hein. Si t'as décidé que c'était un triangle, c'est un triangle. Avec des petits yeux et une petite bouche. C'est plus drôle en triangle. Bah ouais. Je trouvais ça juste plus drôle du tout. Ça y est, je rigole plus. Autre point que j'ai trouvé... au début, j'ai flippé parce que je me suis dit « Ah !» Et après, je me suis dit « Ah !» Et, La Bible, c'est ça? Exactement. C'est fou que ça fasse cet effet-là. Mais non, mais en fait, je savais que, vu qu'ils vivent dans une sorte de méga secte flippante, il y allait forcément avoir la question de la religion. Et je me suis dit, oh, ça va être relou, parce que c'est souvent mal fait dans les livres, je trouve. Et là, je trouve qu'en fait, non, pas du tout. C'est super bien passé. Et pourtant, au début, du coup, ils découvrent la Bible, et là, je me suis dit, oh... Bon, en même temps, ils sont sur Paris, France... Oui, puis ils recherchent de reliques, donc forcément, t'y passes. Oui, puis du coup, c'est logique que c'est quand même la première religion en France, donc Et le jusque-là... premier bouquin vendu au monde. Oui. J'ai bien aimé qu'au final, juste ils fassent des théories. Et que ça passe pour un mensonge. Il y a toute une Oui. partie du livre où c'est, mais non, mais c'est dans un livre, ils peuvent pas nous mentir. Et non, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand du coup, ils en arrivent à Adam et Ève, et qu'elle dit ah, mais en fait, les premiers humains, c'était des robots. Ce passage-là m'a fait très très rire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que du coup, t'as une analyse très globale de la Bible, qui du coup n'a pas... Enfin, c'est pas une vraie... t'as pas un gros passage sur la Bible... c'est la vérité vraie, machin. Sur la conclusion, c'est une théorie pour l'homme à notre époque, qu'ils ont plus du tout et qui, même s'ils ont créé leur propre dogme, du coup, qui est plus porté sur l'écologie et la nature, mais... Oui, c'est ça, ça reste quand même pas forcément en opposition, mais c'est deux dogmes qui se font face, quoi. Sauf qu'ils croient à un des deux, et effectivement, la découverte est ultra intéressante. Et ce qui est cool, c'est que on n'est pas en train de te dire la Bible c'est cool, mais c'est pas à charge non plus. C'est vraiment, on prend ce texte pour ce qu'il est. D'ailleurs, pour eux, c'est même pas un truc de fou. La Bible, c'est juste un texte qu'ils ont trouvé, quoi. C'est ultra intéressant de voir ça, comme un livre, quoi. Et en fait, ce qui est aussi important, je trouve, c'est que du coup, ça leur permet de hiérarchiser le temps avant cataclysme. Et du coup, c'est un point hyper fort. Parce qu'en fait, ils se rendent compte... Enfin, ils le disent. Ils disent qu'en le peu de temps d'humanité, on avait fait beaucoup plus d'avancées et de recherches que ce que eux ils ont réussi à faire en 3000 ans, où en fait, ils font rien et ils stagnent et ils font que survivre. D'où le côté pas de curiosité. Pour pas reproduire les erreurs et pas reproduire un cataclysme, au lieu de juste faire mieux, ils disent on va juste rien faire. Rien faire, pas prendre de risques. Ce qui fait partir en vrai Camille. Parce que, vas-y, mais on peut pas vivre comme ça alors qu'on pourrait faire... Elle part sur ces hypothèses de l'humanité qui a été dans l'espace et tout ça hyper vite, avec les découvertes dans les boîtes, et c'est hyper intéressant. Et sur ce que eux pourraient faire en étant des robots, et du coup tu sens que c'est une source de motivation à ce qui arrive sur à la dernière partie, une sorte d'impulsion en fait à quitter à s'éloigner de ce dogme et à partir sur des recherches. Non, puis du coup le gros de quand même se dire qu'en fait l'humanité c'est de comprendre ce qu'ils faisaient là, pourquoi on était là, de donner un sens à tout ça, alors que eux, il a dit, on comprend même pas toute la technologie qu'on utilise, et on vit avec ça, ça nous convient. Et en fait, elle, ça lui convient pas du tout, donc elle se raccroche presque à « il peut y avoir autre chose que ce qu'on m'impose ». Enfin, toutes les réflexions que ça leur apporte, aller en 20 boîtes qu'ils découvrent, est hyper cool, quoi. Moi, j'aurais juste bien aimé qu'ils tombent un peu plus tard dessus. Parce que ça donne vraiment l'impression que leur recherche, à part le Louvre, où ils rentrent pas, ça donne l'impression que leur recherche touche au but à chaque fois. Et j'aurais bien aimé avoir un peu plus... Enfin, tu vois, ils tombent sur la Bible très vite, ils tombent sur le tableau musique, t'as dit tout à l'heure, j'ai oublié le nom.
Cluny, ils tombent sur leurs souvenirs, enfin sur le lieu où sont stockés leurs souvenirs. J'ai eu l'impression qu'un peu c'était, on cherche, on trouve direct, après ils ont leur carte. Oui, ils ont une sorte de tablette avec les méga maps. C'est indiqué et tout, mais j'aurais bien aimé avoir peut-être un peu plus pas d'échecs, mais peut-être que ça aille à droite, à gauche. Avant là c'est facile. Oui. En fait, tout est facile. Oui, mais ça va avec la construction du livre. Ouais, et puis ça va avec le fait que ce soit une lecture un peu reposante quand même. Même si t'as plein de questionnements, de réflexions. Bon, après, ça reste des réflexions non plus. Enfin, c'est pas non plus des grosses révélations de réflexions, des trucs qu'on n'a jamais pensé. Non, mais ça accompagne des réflexions qui sont intéressantes. Oui, mais du coup, ta lecture est douce parce que c'est facile. Oui. Ouais, et parce que c'est pas c'est pas l'intérêt du truc de les faire galérer. Il n'y a pas d'intérêt. Le but, c'est de. C'est ce que disait Morgane. Il n'y a pas de suspense pendant tout le fond du livre. C'est effectivement. Mais ouais, je sais pas. Moi, pour le coup, quand ils ont trouvé la Bible, j'étais là du premier coup. Moi, j'ai fait oh non. Et après, je me dis ça va, c'est pas chiant. Ouais, moi j'ai eu peur aussi. Mais en fait, je trouve que c'est hyper dur d'emmener la religion dans les bouquins. Sans froisser personne, sans être lourdingue, sans être... Enfin, c'est des sujets qui sont de toute façon délicats et du coup, souvent, c'est des maladresses. Et là, je trouve que ça passe, quoi. Non, après, en général, il n'y en a pas beaucoup des maladresses. Après, je pense que parce que beaucoup, ça va dans nos sens de pensée. Oui, parce que je suis pas sûre que ça passe avec tout le monde. Mais tout le monde va pas avoir envie de lire un bouquin comme ça. Enfin, tu vois, faut savoir à quel public tu t'adresses aussi. Je pense que même si t'es, du coup, ultra croyant, faudrait demander à quelqu'un qui est très croyant et tout, mais c'est pas insultant. Non, il n'y a pas d'irrespect du tout. Ça va avec le livre et il n'y a rien d'irrespectueux. C'est juste que, du coup, c'est une communauté qui découvre quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait. Enfin, qu'il ne connaît plus. Et du coup, toi, c'est pas genre, c'est notre religion, on a forcément raison. C'est juste, ils découvrent un objet, ils disent, ça a l'air d'expliquer l'humanité. Et ils disent, oui, mais par rapport à ce que nous, on connaît, c'est pas possible ou ça marche pas, mais parce que c'est une autre réalité. Je pense que c'est pas forcément insultant pour je pense que l'autrice y a mis du sien, mais effectivement, quelqu'un qui sera croyant sera pas en tout cas, outré, il peut sortir du truc en expliquant. Après, c'est quelqu'un qui veut être vénère et puis il sera vénère. Ouais, mais je pense qu'il y aura plus de gens qui vont s'énerver sur l'écriture inclusive que sur le traitement de la Bible. De toute façon, il y en a plein que si tu veux pas de ça, tu vas dire tiens, illisible, on comprend rien, et du coup tu vas fermer le livre parce que t'es de mauvaise foi, mais... Ou parce que ça te plaît pas, mais... Oui, mais en fait, comme on disait, c'est que s'énerver. Si tu t'habitues très vite, ton cerveau il fait le switch. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je sais que je pourrais en parler des heures de ce livre et je pourrais presque le prendre chapitre par chapitre, tellement j'aurais des trucs à dire. Mais globalement, j'ai vraiment passé une bonne lecture. Ouais, pareil. En fait, plus le temps passe et plus je me dis que j'ai quand même bien aimé. Parce que je suis restée très neutre à la fin de ma lecture, parce que c'est pas un livre que j'aurais lu en dehors du podcast. C'est pas les livres qui me plaisent de base. Par contre, en fait, c'est vraiment un très bon livre. Donc je reste là-dessus et je regrette pas du tout de l'avoir lu, bien au contraire. Je suis très contente de l'avoir lu et je pense que c'est pas un livre que je vais oublier. Et c'est quand même le premier livre de SF où tu nous dis ça. Ouais. Mais je pense que c'est un livre à conseiller. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je vais le conseiller à plein de monde, ouais. Oui. Enfin, à plein de monde. En fait, je pense que tu peux le conseiller à plein de profils différents. Ouais. Et en plus, ce qui est cool à conseiller, c'est que ça doit être ultra intéressant d'en parler avec des gens qui n'ont pas eu la même vision que nous. Et j'ai un peu l'impression que ce bouquin, chaque personne qui le lit va vivre et raconter des choses un peu différentes. Et du coup, ça peut être ultra intéressant à échanger. De toute façon, quand je vois tout ce que nous, on aurait pu se dire... Bah ouais, carrément. Et je pense que c'est un des premiers livres où on pourrait développer en vraiment énormément d'épisodes parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Et ça ouvre sur tellement de discussions hyper intéressantes sur énormément de sujets. Et je pense que c'est le premier qu'on a lu où on pourrait autant développer dessus. Mais je pense que tu sais, ça va me faire comme le match du Kremlin où dans 1 semaine, 2 semaines, je vais vous envoyer ça. Moi, mais il y avait ça, j'ai pas... Ouais, mais je trouve ça cool aussi qu'on n'ait pas abordé tous les thèmes, tous les sujets, parce que pour la lecture, pour les gens qui vont... Enfin, s'il y a des gens qui lisent après avoir écouté le podcast, il y aura encore des découvertes, et il y aura encore des découvertes qui amènent à de la réflexion. Et non, ouais, vraiment... Je suis content d'avoir choisi un bon livre. Mais du coup, ça si vous le lisez, après, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. De ouf. Oui, carrément. Je vous propose de boire, encore, mais de passer au sans-alcool. Tout à l'heure, je vous disais que 1% des bénéfices de la marque ICA partent pour l'association État Sauvage, donc qui est pour la préservation de la biodiversité, que j'avais lié du coup une citation pour la boisson alcoolisée, et une autre partie à la reconnexion de l'humain à la nature, et à partir de là, j'ai choisi une deuxième citation, qui est la continuité de la première finalement. Donc ça finissait par « Donc je suis leur égal, je peux me joindre à eux. Le campement est entouré d'herbes de rhodes, je souffle doucement, et les tiges vibrent.
Je participe à la rumeur nocturne. Je suis l'égal de la gerbille, de l'acacia et du vent. Je souffle longuement. Je module l'onde acoustique. Mon murmure se tresse parmi les autres. Cela est bon, forcément. Car j'ai le droit, peut-être le devoir, de participer au monde. Je ne fais rien que ne fait la nature, donc cela est bon. Je souffle, jusqu'à ce que le ciel passe du noir au bleu foncé. Le jour va se lever, Camille va se réveiller. Je reprends une position de sommeil. Et donc on est là sur une eau botanique, basilic et carottes sauvages, donc qui est une eau pétillante, décrite comme un bouquet frais et puissant aux notes acidulées et poivrées. Frais et léger, Ica, basilic et carottes sauvages séduit grâce à sa fraîcheur végétale, sa note poivrée et son bel équilibre. Un excellent compagnon pour rehausser vos poissons, viande blanche et plats aux saveurs méditerranéennes. Faut vraiment qu'on se mette à manger. Non, il faut vraiment qu'on se mette à manger, parce que moi, à chaque fois, quand je fais mes recherches sur les boissons, tout le monde dit « Ah, on peut manger ça avec !» Moi, j'ai faim. Ça va être génial. Podcast bois de bouche. Moi, j'aime bien, mais je pense que je vais préférer en été. Tu vois, genre quand il fait très chaud, c'est très léger. Ouais, j'ai été très surprise parce que je m'attendais à... En fait, c'est des bouteilles en verre dans le style d'une limonade un peu. Et du coup, je m'attendais avec quelque chose de sucré, et c'est pas du tout sucré. Ah, c'est pas une limonade, c'est une eau botanique. Oui, ça fait un peu bobo. Ouais, Vendu comme ça fait un peu bobo. J'avais oublié, j'aime bien. Mais Non, j'aime bien. Ah, vous avez pas aimé la dernière fois? Ouais, j'avais trouvé ça pas fou, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un goût différent. Enfin, un goût différent, non. Il y a quelque chose qui change. bah, je préfère que la dernière fois. Ouais, moi aussi. Mais je pense que l'été... En fait, c'est bon. Ouais, l'été. C'est léger, en fait, c'est hyper... Ah, c'est super rafraîchissant. Ouais, c'est cool. En même temps, ils le disent, hein, c'est frais et léger. Mais je pense qu'on C'est peut même... grâce à sa fraîcheur végétale. On peut même cuisiner avec. Franchement, tu peux cuisiner, mais surtout, tu peux te faire des cocktails. Mais je crois que, d'ailleurs, sur le site ICA, tu peux t'inscrire à des ateliers pour apprendre à faire des cocktails et tout avec leurs produits. Moi, c'est une marque que je vais garder en tête, quoi. Du coup, c'est l'heure du sujet d'invention. Donc, la question du jour. Si vous deviez laisser une information sur l'humanité, un objet, un message, ce que vous voulez, pour les générations futures comme dans After Air, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils découvrent en priorité? Donc, c'est quoi que vous laisserez comme trace finalement? Bah, après encore une semaine de réflexion, j'ai toujours pas de réponse. Je n'arrive pas à me décider sur ce que je pourrais laisser. Toi, t'avais dit une lettre. J'avais dit une lettre, mais ça n'a pas de sens. Et après, j'ai pensé à plein d'autres choses. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ouais, mais non. Et du coup, je ne sais pas. J'ai vraiment aucune idée. J'aurais eu tendance à laisser quelque chose d'artistique. Mais en fait, je vois pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas. Après, t'es pas obligé non plus de laisser un truc qui change leur vie. Non, mais j'étais plus partie sur quelque chose qui puisse expliquer un peu l'humanité telle qu'elle était, mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui pourrait... Dans le bouquin, il y a plein de boîtes. Donc si toi, dans ta boîte, tu laisses ton bouquin préféré, je trouve que ça fonctionne aussi, en fait. Moi, j'avais dit un atlas la première fois, parce que du coup, il voulait découvrir, mais avec un peu de recul, un bouquin avec un univers fort. J'ai pas en tête... Un truc de SF avec des robots pour qu'ils se préparent à la suite. Ouais, peut-être qu'ils le comprendront plus que la Bible. Non, mais un roman qui soit graphique et qui puisse t'emmener dans un autre univers. Moi, ce serait plus ça, finalement. Parce que le but, c'est pas de partager la science. C'est juste de laisser un truc qui nous a marqué, qui nous a semblé intéressant. La dernière fois, j'avais eu une bonne idée et je me rappelle plus. C'était une carte. Une carte? Mais parce qu'on était vraiment parti sur qu'est-ce qu'on laisserait aux robots d'After Air. Plutôt un manuel scientifique, quelque chose de très terre à terre pour le coup. Tu veux, je retrouverai l'enregistrement. Non, si tu nous ressors l'enregistrement, je te tue. Je me suicide aussi. Moi, j'aime bien parce qu'on a rebu du schnapps. Non, j'avais eu un truc qui me plaisait, je sais plus... Bon, du coup, à ce condition-là, je laisserai ma boîte de souvenirs. Il y a plein de trucs dedans, genre des trucs qui m'ont marqué. Tu mets des boîtes dans des boîtes, toi? Oui, je mets des boîtes dans des boîtes. Mais avec des tickets de cinéma, des photos. Et juste, en fait, c'est plein de petits bouts de ma vie. Mais en fait... Et tu mets juste un message, ça ne servait pas à ce que vous pensez. Ça, c'est drôle. Tu les laisses dans le flou de ouf. Moi, j'avoue, les photos. Les photos, c'est stylé aussi. De laisser des images de ce que tu as vécu. Alors, encore une fois, ça les fera pas avancer plus que ça, mais c'est une belle façon de laisser un souvenir. Ça a été une existence. C'est aussi... En fait, des photos, nous, ça nous paraît pas forcément ouf, mais ça montre... Enfin, si tu prends l'exemple de After Air, ça montre comment on vivait et du coup, l'image de la photo, de tout ça. Enfin, je pense qu'en fait, il y aurait plein de sens que nous, on voit pas tout de suite. Ouais. Et on remarquerait sans doute pas du tout les mêmes choses.
Sinon, il y a le truc de base de dire de récupérer la plaque de Voyager 1 et 2, je crois, qui sont les plaques qui ont été envoyées dans l'espace, dans les sondes qui sont parties le plus loin dans l'espace de ce qu'on a fait, et où il y a 2 plaques en or dessus, avec un corps humain masculin, un corps humain féminin, le système solaire, là où on est, et je crois qu'il y a une suite de notes. Et ça a été envoyé dans les années 70, et il y a eu tout un programme pour étudier. Au final, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Oui, c'est un peu le même thème, sauf que nous, on reste sur Terre, quoi. Mais je crois qu'il y a aussi un moment où tu pouvais acheter des sortes de capsules. Tu dois toujours des capsules pouvoir, temporelles. Que tu peux mettre sous terre et qui, du coup, gardent... Et que 10 ans plus tard, tu reçois un message en disant il est à tel endroit. Moi, je fais ça dans ma cave. Je mets des trucs et je les retrouve 10 ans plus tard. Mais j'ouvre de temps en temps et je me dis... Très bien. Eh ben, je pense que, en gros, ça serait quand même des souvenirs assez privés, quoi. Du coup, je vous propose de passer au partage culturel. Si vous voulez partager une découverte, tu as le droit de garder le silence, Morgane, si tu veux vraiment pas parler. Je garde le silence, tout ce que je dis pourrait être retenu. Et donc, Morgane va commencer. Moi, j'attendais que ça. Hein. Moi, ça fait une semaine, je me dis, mais vivement la reco de Morgane. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Vas-y Clem, fais-toi plaisir. Moi, je vais recommander, comme à peu près tout le monde, en fin 2025 et début 2026, je vais recommander Pluribus. Mais parce que dans notre discussion de tout à l'heure, on parlait de cette société où les gens perdent leurs souvenirs et n'ont pas le droit de réfléchir d'eux-mêmes. Enfin, on ne peut pas réfléchir d'eux-mêmes, et ça pose une question qui est aussi posée dans la série Pluribus, qui est qu'est-ce qu'un individu et qu'est-ce qu'une individualité? Je vais vous lire le synopsis au cas où il y a des gens qui soient passés à côté. Romancière à succès, spécialisée dans le roman d'amour, Carol Sturka vit à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Elle est l'une des seules personnes au monde immunisées contre la propagation d'un virus d'origine extraterrestre, selon un concept similaire à la sonde de von Neumann, qui unit mentalement la population mondiale dans une forme d'esprit de ruche pacifique et heureuse. Cette situation la rebute et elle cherche à trouver un remède contre ce virus pour revenir à la situation passée. C'est une série qui a, j'allais dire, marché de ouf, mais c'est le meilleur démarrage à Apple TV de tous les temps. Elle a dépassé Sévrance. Et ils ont gagné un max de prix avec cette série. Et en fait, le producteur ou réalisateur, je sais plus, a fait aussi Breaking Bad et Better Call Saul, ce qui a un peu aidé au démarrage. Oui, mais moi en plus, j'avais pas aimé Breaking Bad. On l'avait vu ensemble. Ouais. Et Pluribus, ça a été un moment extraordinaire. Il y a plein de gens qui ont critiqué en disant oui, c'est trop long, il y a des épisodes qui racontent rien et tout. En fait... Comme Breaking Bad. Ouais, mais là, je l'ai pas ressenti. Alors peut-être que je comprends qu'il y a des gens qui passent à travers, mais en fait, j'ai vécu la saison 1 de Pluribus comme j'ai vécu le livre. À regarder l'épisode, à me poser, à réfléchir sur ce qui s'est passé, à réfléchir justement au concept qu'on essaye de nous raconter et tout. Et c'était trop bien. Tu me l'as conseillé, j'ai pas encore pris le temps. Tu sais, je l'ai mis dans ma liste de trucs à regarder. J'ai toujours pas pris le temps de regarder. Ça n'avait jamais entendu parler. Ah ouais? Oui. Oh, putain, j'ai l'impression que c'est partout. Moi, j'en avais pas entendu parler avant que tu me dises regarde-le. Et qu'après, j'oublie et que tu me redises tu l'as toujours pas regardé. Et non. Bah pour le coup, en plus, pour moi, c'est une série qui prend du temps. Tu regardes pas ça comme The Big Bang Theory. Enfin, ça mérite de se mettre devant et de faire que ça. Enfin, en tout cas, moi, les épisodes, je les ai aimés comme ça. The Big Bang Theory, ça fait 30 fois que je regarde, donc oui, effectivement, oui. Non, mais je veux dire, c'est encore une fois, c'est une série qui parfois pose des questions. Tu sais, c'est les séries avec des épisodes d'1 heure, donc. De toute façon, toutes les séries font 1 heure, non? Bah, sauf les sitcoms, quoi. Mais même maintenant, elle dure 40 minutes, les sitcoms. Hein. Enfin, excuse-moi, mais... C'est très triste. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour ceux qui sont intéressés, donc c'est sur Apple TV, donc dispo sur MyCanal. Et je conseille vivement, c'est probablement une de mes séries préférées de 2025. Mais je prendrai le temps d'aller voir. En fait, il faut que je sois en forme, parce que comme en plus je tricote en regardant des séries... C'est pour ça que moi je me suis dit, merde, du coup je vais peut-être pas regarder, parce que je suis incapable de regarder une série sans tricoter. Et en plus, le pilote a été fait sur 2 épisodes. Mais en fait, est-ce que c'est une série qu'il faut surtout écouter, ou elle est ultra visuelle aussi? Si t'écoutes, tu comprends, mais elle est belle. C'est tout simple, mais c'est joli. Mais non, l'image aide, mais c'est pas... Ok, donc on peut tricoter devant. Parce que quand tu tricotes devant, tu regardes par à coup, en fait. Je pense que ça se tricote bien. Donc, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je pense que ça se tricote pas dégueu. Ça demande un peu de concentration, mais si tu fais un tricot mais avec simple, un tricot facile, quoi. Je pense que ça se fait, honnêtement. Ok.
Alors moi aussi, je reste sur du coup du médiéval. Ah bah voilà. On est sur une ligne directive très... Je me suis remise à écouter le podcast Le mythe de la taverne, qui est du coup en fait une partie de jeu de rôle enregistré. Étant rôliste depuis mes 10 ans exactement, puisque dans ma famille on attendait nos 10 ans pour avoir l'autorisation de jouer, et mon tonton qui nous offrait notre premier set 2D à 10 ans. C'est hyper agréable à écouter parce qu'ils sont vraiment fun et tu te plonges dans l'histoire ultra vite. C'est pas une forme de jeu de rôle hyper compliqué avec des jets de dés tout le temps. Les règles sont très simples. C'est vraiment une bonne équipe qui rend le truc vivant. On écoute podcast, c'est léger et agréable. Enfin, moi, j'aime. Ils ont pas besoin de nous pour vivre, mais vraiment très très cool à écouter, le mythe de la taverne. Une belle porte d'entrée dans le JDR en plus. Ouais. Je trouve qu'à travers leur univers et leur production, ça peut donner envie de jouer ou de s'intéresser à d'autres trucs de jeux de rôle. Ils ont lancé un truc. Non, il y en a plein. Oui, mais qui sont arrivés... Ça commence à être vieux, le mythe de la taverne, non, je crois. Je crois qu'ils sont en saison 4 ou 5. Je croyais que c'était plus vieux que ça. Mais en tout cas, il y en a d'autres. Je pense à Game of Roll ou le joueur du grenier qui avait fait une saison aussi de JDR. Alors lui, il l'avait fait en vidéo, mais ça s'écoute aussi vachement bien. Et en fait, c'est cool à écouter du JDR en podcast. J'ai jamais Ouais. essayé. Bah écoute le mythe de la taverne, parce que du coup l'univers, bon, c'est médiéval fantasy, mais c'est vraiment facile à imaginer, c'est pas hyper compliqué. Mais comme j'ai jamais fait de JDR, j'aimerais trop essayer. Ouais, mais même sans ça. Moi, du souvenir que j'ai, même si t'as pas joué, tu comprends ce qui se passe et c'est ludique et c'est Mais du coup, assez cool. ça m'a donné envie de rejouer. Ah bah, Et en plus, tonton qui est... Donc pour tous les gens du monde, mon tonton sera tonton. Tonton qui est maître de jeu. Bah du coup, c'est hyper accessible pour moi de me remettre au jeu de rôle. Et faut du juste coup, avoir du temps. à chaque fois qu'on se voit, je suis en mode « Ah, j'ai trop envie de jouer, mais j'ai pas le temps !» C'est le problème de tous les rôlistes. Ouais, c'est ça prend du temps de ouf. Mais en fait, il faut faire des soirées, mais pour ça, il faut être pas fatigué. Et pour ça, il faut être entier. Et puis, je suis pas entière. Et tout... Enfin, toi, c'est tout un cercle vicieux. En vrai, c'est des soirées qui viennent souvent des nuits ou des week-ends, quoi. Ouais, mais t'as des chips, des bonbons, de la bière, de l'eau gazeuse. Pour équilibrer. Oh, c'est foutu, hein. Du coup, notre prochain livre sera Marinette de Carlos Ruiz Zafón, qui nous promet une balade dans un cimetière espagnol. Je vous laisse deviner qui a choisi le livre. Oui, bah je peux pas mettre de thriller, faut bien que je trouve des trucs. Non, mais à la fin, on fera des jeux concours comme ça. Ceux qui arrivent à deviner Oh, ça va aller vite, hein. ce qui a proposé le livre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser des commentaires, venir discuter avec nous. Passez sur Instagram. Passez sur Insta, je me fais toujours un plaisir de répondre à tout le monde. Ça nous aide beaucoup pour le podcast, faut bien le dire. Et ben à bientôt. À bientôt. Salut.